Non, c'est bon. Je t'ai dit comme ça. C'est bon. Bonjour à tous. Alors merci tout le monde d'être présent pour notre petit webinaire sur la thématique du SEO et les différents canaux d'acquisition, hein, qui peuvent exister, donc le SIA notamment, l'UX ou encore les social media, donc le SMO. Nous, on est parti du postulat où on va regarder un peu tout ce qu'on peut faire en termes de synergie entre tous ces différents canaux. Et on va quand même commencer tout d'abord par se présenter rapidement. Donc, moi, c'est Thomas Grelet, hein, donc je suis team leader, chef de projet SEO chez Quamplify SEO, qui est le nouveau nom de la revente des sites, pour ceux qui nous connaissent déjà depuis un petit moment. Et je serai avec Lucas Collin pour cette conférence. Bonjour à tous. Donc également, comme Thomas, hein, j'occupe le même poste. Je suis chef de projet SEO depuis plusieurs années maintenant chez Quamplify SEO, donc anciennement La Revanche des sites. Et voilà, alors on va juste se présenter un peu rapidement. Pourquoi Quamplify SEO? Parce qu'on appartient à un groupe qui s'appelle Quamplify, qui couvre en fait plusieurs canaux d'acquisition justement partout sur le web, mais pas uniquement les canaux d'acquisition. Vous pouvez le voir ici avec tout le schéma des roues crantées. On couvre notamment l'analytics, hein, donc ce qui nous permet déjà de gérer toute la partie collecte d'informations. Et suite à ça, donc effectivement, on a une branche notamment SEO, mais aussi une branche SIA, suite à laquelle on a encore d'autres branches qui viennent, donc le display notamment, une partie social media, évidemment, une partie aussi performance, qui fait lien avec le mailing notamment, et enfin toute une partie professionnelle, influence et shopper, qui arrive un peu à toute la partie fidélisation ensuite. Donc, comme je vous le disais, nous, on est parti d'un postulat où souvent, on a tendance à voir les canaux d'acquisition de trafic vraiment comme des leviers indépendants des uns des autres. Et nous, en fait, chez Quamplify, on essaye de faire fonctionner tout ça ensemble et on s'est dit que c'était un sujet intéressant, justement, qu'on pouvait mettre en avant dans cette conférence pour penser plutôt complémentarité entre tous les leviers plutôt que concurrence et essayer de construire en fait vraiment une stratégie globale entre tous ces leviers. Et on va commencer tout de suite. Je vais laisser Lucas sur la partie synergie avec le SIA. Merci Thomas pour cette introduction. Du coup, on va voir ensemble, premièrement, un zoom sur les synergies SEO et SIA qui peuvent exister. Donc en fait, il faut savoir que le SEO et le SIA, ils sont souvent mis en concurrence au sein chez les annonceurs. Ils ont tendance en fait à le voir vraiment comme soit j'active le SEO, soit j'active le SIA. Ils vont pas parfois faire les deux, mais ils vont tout le temps avoir cette notion de concurrence, lequel fonctionne le mieux, lequel me rapporte le plus d'argent, etc. Et on a très rarement cette complémentarité. Du coup, pour rappel, hein, donc le SEO, je pense que tout le monde sait ce que c'est, sinon vous ne seriez peut-être pas à cette conférence. Donc c'est tout ce qui va toucher au trafic organique, donc au trafic que les entreprises ne vont pas payer. Il a plusieurs avantages, donc notamment d'avoir une rentabilité accrue sur le long terme, même si, alors je vais tout de suite parler d'un des inconvénients qui est que ça met du temps, il faut beaucoup de temps pour mettre en place les actions. Et il faut pas mal de ressources également. Mais par contre, une fois qu'on a ce temps et ces ressources, on a généralement une rentabilité qui est accrue sur le long terme, notamment par rapport au SIA. Donc, ça nous permet également d'avoir un trafic pérenne, c'est-à-dire que le SEO, il n'est pas question de budget que l'on va mettre tous les mois et si on arrête le budget, on n'a plus de trafic qui arrive. C'est vraiment une solution de trafic pérenne, donc sur du long terme. On a également un ciblage précis selon les mots-clés visés. Donc, sans rentrer dans les détails, on va pouvoir en fait choisir que telle page se positionne sur tel mot-clé ou telle page sur tel autre mot-clé et du coup viser une certaine cible, un certain type d'utilisateur en fonction du coup des mots-clés, des objectifs de positionnement, ce qu'on appelle en SEO, qu'on va définir. Et également, ça a un coût réduit et ou amorti sur plusieurs mois, puisque le travail que l'on va réaliser, par exemple, sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an ou plus, il va toujours être bénéfique pour le site. Bien entendu, il y a une maintenance qui est nécessaire, mais en tout cas, c'est un trafic qui va
C'est ce qui va pouvoir en fait pérenniser ce trafic, hein, j'en parlais juste avant, et donc de réduire les coûts puisque les actions qui sont mises en place sur une année vont être bénéfiques sur du plus long terme. Alors ensuite, pour le SIA, donc le SIA qui correspond en fait au trafic payant. Donc les avantages, c'est que lorsqu'on commence à payer, forcément, on a un positionnement rapide sur les mots-clés qu'on vise. Tout de suite, je mets le budget, j'ai tout de suite cette notion aussi de rentabilité, hein. Je sais que j'ai dépensé autant et que sur tel mois, ça m'a rapporté autant. On a une précision du ciblage dans le sens où la plateforme va vous permettre de cibler très précisément en fait, les personnes que l'on souhaite viser. On a une gestion facile du budget alloué à ce levier, c'est-à-dire que si un mois j'ai moins de budget, je vais pouvoir le régler et dépenser moins d'argent sur ce mois, ou au contraire l'augmenter en cours de mois. Il y a vraiment une flexibilité assez intéressante là-dessus, et on a cette garantie de résultat. Je sais que, en fait, on a le SIA, si on peut le résumer, c'est une maîtrise en fait totale de son acquisition de trafic payante, puisque ça va vous permettre en fait d'avoir une garantie de résultat par rapport à un budget qui est dépensé. Il y a cette notion de coût par clic. Je sais que j'ai dépensé 1 000 €, que j'ai eu autant de clics, que ça m'a coûté autant. C'est très précis et c'est intéressant à analyser. Les inconvénients, c'est que déjà, le trafic est payant, hein, contrairement au SEO qui est gratuit. On a aussi beaucoup de concurrence. Ça ne permet pas l'acquisition d'un trafic pérenne, dans le sens où si je coupe mon budget, je n'ai plus de trafic SIA qui va rentrer. Et ça nécessite aussi forcément de connaître l'outil et toutes ses fonctionnalités d'automatisation. Il y a énormément de possibilités d'automatisation des campagnes SIA, mais si on n'est pas expert, en fait, on peut très vite se perdre sur la plateforme et donc perdre du temps et ne pas créer des campagnes qui sont suffisamment performantes. Vas-y. Du coup, le SEO et le SIA, ce ne sont pas des ennemis, il faut vraiment les voir comme des leviers complémentaires. Je vais partir de constats assez globaux dans un premier temps, et on ira un peu plus dans du plus concret juste ensuite. Par exemple, je lance un nouveau site, et ce nouveau site, il a des difficultés à se positionner sur le SEO dans un premier temps. Eh bien, automatiquement, j'ai cette compensation SIA qui va pouvoir avoir lieu. Le temps en fait que mes mots-clés SEO, que je remonte en tout cas sur les mots-clés SEO stratégiques, je peux compenser avec l'achat de ces mots-clés en SIA. Sur un site existant, par exemple, j'ai une chute de position suite à un changement, à une mise à jour de l'algorithme Google. Dans la même idée, je vais pouvoir compenser avec le SIA et m'assurer une visibilité, en tout cas sur le mot-clé que je souhaite viser. À l'inverse, si, admettons, au niveau de mon entreprise, chez l'annonceur, j'ai des coupures budgétaires qui m'empêchent de pouvoir dépenser autant de SIA que ce que je faisais auparavant, eh bien, si j'ai mis en place une stratégie SEO intéressante et impactante, je vais pouvoir avoir ce trafic SEO qui va être un trafic pérenne et qui va du coup permettre au site de continuer de vivre et de continuer à avoir de la visibilité sur les moteurs de recherche. Il faut savoir que l'objectif commun, ça reste au SEO et au SIA, ça reste de gagner de la visibilité. Donc les deux objectifs de ces leviers, c'est de gagner en visibilité. Donc pourquoi ne pas les utiliser en fait ensemble? Donc là, je vais vous donner quelques cas un peu plus concrets de comment le SEO peut servir pour le SIA et comment le SIA peut servir pour le SEO. Donc tout d'abord, alors, comment je me sers du SIA pour optimiser mon SEO? On va vous donner quelques tips. Donc tout d'abord, tester les annonces. Alors, on est parti d'une problématique qui est que parfois, c'est difficile de mesurer l'affordance, la qualité en tout cas de mes métadonnées en SEO. Donc, par métadonnées, j'entends le title, la métadescription notamment, ce qu'on va voir apparaître sur les moteurs de recherche. Et du coup, en fait, si je peux très difficilement tester en fait plusieurs métadonnées différentes, puisque si, admettons, je modifie mon title pour voir si tel ou tel title va m'apporter plus de clics, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur le positionnement de mon site, puisque je vais modifier le title, je vais donc modifier potentiellement mon objectif de positionnement, et ça peut impacter le positionnement global. Et en plus, ça va nécessiter du temps pour pouvoir comparer l'efficacité de plusieurs résultats de recherche SEO, puisqu'il faut attendre que les données, qu'on a suffisamment de données, en tout cas, soit via la Search Console, soit via les outils classiques qu'on va utiliser au quotidien en SEO. Et du coup, ça va nécessiter du temps.
Donc, le SIA, dans ce cas-là, il va vous permettre de tester plusieurs combinaisons de title et de métadescription via en fait, les groupes d'annonces et le nombre d'annonces en fait, qu'on peut intégrer par groupe d'annonces SIA. Et ça va du coup vous permettre de pouvoir tester différentes combinaisons de title et de métadescription et de voir laquelle en fait, a les meilleures retombées, a les meilleurs taux de clics, les meilleurs taux de conversion. Donc là, vous allez avoir des données beaucoup plus précises et ça va vous permettre de prendre des décisions avec vraiment des KPI beaucoup plus héroïstes et donc de mettre à jour, pourquoi pas, le title et la métadescription SEO en fonction de ces résultats ici. Voilà, ça c'était le premier tips. Le second, c'est de choisir un objectif de positionnement principal. En effet, en fait, on peut se retrouver parfois dans le cas où on a, quand on fait les études lexicales, quand on fait notre audit SEO, on va avoir plusieurs mots-clés et on va hésiter entre ces 2 ou 3 mots-clés, lequel est le plus pertinent. Admettons, s'ils ont des volumes de recherche équivalents ou s'ils partagent des SERP, donc des pages de résultats de recherche plutôt identiques, plutôt proches, on va avoir du mal à se dire, bon, bah, lequel est le plus approprié à ma cible. Et les outils comme tous les outils qu'on peut utiliser, Youdá, SEMrush ou d'autres, ils ne vont pas vous donner cet aspect, cette visibilité sur le taux de conversion que peut avoir le mot-clé par rapport à votre site. Ça, c'est une donnée qui est beaucoup trop précise et qui est compliquée à avoir. Mais par contre, vous allez pouvoir avoir quelques indicateurs via le SIA, puisque vous allez pouvoir tester différents mots-clés, donc toujours en jouant avec les groupes d'annonces. Admettons, je peux créer plusieurs groupes d'annonces qui vont viser les mots-clés en question et sur lesquels j'hésite en SEO. Et vous allez pouvoir voir lequel a le meilleur taux de clic, lequel a le meilleur taux de conversion, et de pouvoir décider ensuite quel est le mot-clé que je vais utiliser du coup en SEO sur ma page comme objectif de positionnement principal. Donc ça va vous permettre de prendre des décisions de manière plus rapide, puisque si j'avais testé un mot-clé en SEO et que j'étais passé au bout de 3-4 mois à un deuxième mot-clé, en fait, j'aurais une phase peut-être de 6 ou 8 mois de test, alors qu'en SIA, clairement, en 1 ou 2 mois, je peux déjà avoir des assez précises là-dessus. Alors maintenant, comment le SEO peut optimiser mon SIA? Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous cette notion de quality score, mais en fait, le quality score, en fait, c'est un score qui est attribué à vos annonces et il dépend de la performance de chargement de la page en question sur laquelle vous allez emmener l'utilisateur et sur la sémantique aussi de la page. Est-ce que, par exemple, si vous visez des mots-clés des chaussures, si vous arrivez sur une page de vêtements, il peut y avoir un manque de cohérence entre l'annonce qui est proposée et la page de destination, ce qui fait que ça peut avoir un impact sur votre quality score. Donc le SEO, ça va vous permettre forcément d'optimiser. En fait, dans une stratégie SEO, il y a tout le temps cette notion de performance de la page. On veut tout le temps optimiser le chargement des pages, puisque c'est un des piliers du SEO. La base technique, en tout cas, c'est un pilier du SEO qui est hyper importante et qui a la performance, en fait, représente 50% de cette base technique. Donc, le fait d'avoir un site performant, ça va augmenter le quality score de vos campagnes payantes. Et également, il y a tout le temps, en fait, en SEO, cette notion d'optimiser sémantiquement vos pages, donc autour d'un mot-clé ou d'un univers sémantique. Eh bien, en fait, cet univers sémantique que vous allez créer, vous allez optimiser donc cette page, ça va augmenter aussi la qualité de votre quality score. Et en fait, ces éléments, ça va vous permettre de réduire les coûts des enchères, puisqu'un quality score intéressant va vous permettre de payer moins cher le coût par clic en fait, sur certains mots-clés. Et donc, ça va vous permettre d'optimiser votre SIA, de gagner en budget SIA et donc en visibilité. Ensuite, donc le deuxième tips, c'est de viser des mots-clés coûteux. Parfois, on peut avoir des annonceurs qui ont des budgets assez limités en SIA. Et du coup, ça va être compliqué d'aller viser des mots-clés qui sont trop coûteux puisque leur budget SIA va y passer trop rapidement. Donc, dans ces cas-là, le SEO, en fait, ça va vous permettre de viser ces mots-clés coûteux parce que pour vous, ça va rien vous coûter, en tout cas d'un point de vue SEO, si ce n'est la création et l'optimisation de la page, donc de la ressource interne. Mais du coup, ça va vous permettre de quand même avoir un peu de visibilité sur ce mot-clé et de pouvoir vous battre sur le plan SEO sans avoir de grands moyens.
Également, on peut se dire en SIA que des mots-clés sur lesquels les taux de conversion sont trop faibles, bah voilà, je n'ai pas forcément d'intérêt à continuer de me positionner là-dessus. Eh bien, en SEO, pourquoi ne pas créer une page, même si on n'y porte pas forcément beaucoup d'intention, tenter de se positionner sur ce mot-clé qui a un taux de conversion faible, mais quand même des conversions, et ça peut vous ramener quelques conversions tous les mois additionnelles à vos autres pages qui, elles, seront vraiment faites pour des taux de conversion plus élevés. Donc globalement, ça va vous permettre de pérenniser en tout cas votre positionnement sur ces mots-clés sans avoir à dépenser un budget trop conséquent. Et enfin, du coup, le dernier tip, c'est de pouvoir découvrir des opportunités. En SIA, les études en fait, qu'on peut faire en SIA, on peut passer à côté de certains mots-clés intéressants qui sont tapés par nos cibles. Pourquoi? Parce que les outils en fait, qu'on a à notre disposition, ils vont nous permettre d'avoir des données globales sur les mots-clés, mais ce n'est pas des données qui sont directement liées à la cible de votre site. Même si Google Ads, par exemple, va vous permettre d'avoir un ciblage très précis, entre le ciblage qu'il va vous proposer et la vraie cible, en tout cas, de votre site, il peut y avoir un décalage. Donc, pour être sûr de viser les mots-clés, en tout cas, qui permettent à votre cible de vous trouver, ça peut être intéressant de regarder dans la Google Search Console les mots-clés qui vous apportent le plus de clics. Ça va permettre d'identifier en tout cas les opportunités qui ne sont pas saisies pour le moment en SIA, et pourquoi pas de déclencher des campagnes sur ces mots-clés. Donc voilà, ça c'était les tips en tout cas pour la partie synergie SEO et SIA. Maintenant, on va passer à un autre pilier assez important, et on le voit apparaître de plus en plus ces derniers temps, depuis même plusieurs mois, voire quelques années, c'est cette notion de SXO, qui est la combinaison parfaite entre UX et SEO. Donc, pour définir le SXO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mariage entre SEO et UX. La démarche, c'est de se dire que positionner une page, ça ne suffit plus. Il faut proposer à l'utilisateur une véritable expérience simple et agréable. C'est-à-dire que le SXO, c'est une vue moderne du SEO. On replace l'utilisateur vraiment au centre de la stratégie, et ça va vous permettre d'avoir un matching offre-cible beaucoup plus pertinent sur les pages de résultats de recherche. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ça va vous permettre, si vous êtes dans une logique de SXO, ça va vous permettre d'avoir un site beaucoup plus qualitatif et adapté à ce que les utilisateurs attendent, en tout cas, en venant sur votre site. Par contre, ça nécessite davantage forcément de ressources, de connaissances UX notamment, et il faut être beaucoup dans l'anticipation aussi, puisque des études UX, en fait, il peut y avoir besoin de mettre en place des outils, notamment de heatmap par exemple, et ces outils de heatmap, en fait, il faut avoir de la donnée pour pouvoir les analyser. Donc, ça nécessite en tout cas cette anticipation à ce niveau-là. Alors, il y a plein de choses qu'on peut aborder dans le SXO, mais nous, ça nous tenait à cœur en tout cas de parler de l'intention de recherche, car au final, l'intention de recherche, c'est ce qui va vraiment définir énormément de choses, en tout cas sur votre site. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs intentions de recherche, il y en a 4 précisément. Il va y avoir l'intention de recherche navigationnelle. Donc, par exemple, je tape la marque directement, je tape Amazon, Cdiscount ou autre. Je veux vraiment atterrir sur ce site. Donc ça, c'est une requête navigationnelle. On a des requêtes informationnelles. Généralement, en fait, c'est des questions. Ça va être aussi les recherches vocales qui vont être faites via Alexa, Google Home, ou ce genre de choses. Et ça va souvent commencer par comment, combien de temps, comment faire, que faire, quand, ce genre de choses. On a des requêtes décisionnelles, donc là où l'utilisateur est un cran plus loin, en tout cas dans sa maturité, en tout cas avant d'acheter un produit. C'est là où il va comparer, il va aller sur des sites de comparatifs. Et enfin, on a la requête transactionnelle où il y a généralement le mot achat, trouver, enfin, des mots-clés assez forts qui montrent en tout cas que l'utilisateur est dans sa dernière phase, la phase la plus mature en tout cas, avant de commander, d'acheter le produit, d'acheter le service. Donc, pourquoi il est intéressant d'analyser l'intention de recherche des différentes requêtes que vous souhaitez viser? Puisque, par exemple, si je souhaite viser chemise pas chère, eh bien, je vais regarder en fait ce que me propose en fait la SERP,
Et on peut voir qu'il y a il y a des encarts Google Shopping, il y a beaucoup d'annonces sponsorisées, donc c'est assez concurrentiel hein, d'un point de vue payant. On retrouve des sites Kiabi, Gemo, Tati, Amazon, donc des gros sites e-commerce. Donc là, je vais pouvoir en déduire que si j'avais pour intention de créer un article de blog qui allait se positionner sur chemise pas chère, bah, j'ai quasiment aucune chance de me positionner, puisque Google a défini que l'intention de recherche derrière cette requête chemise pas chère, c'était une requête en fait transactionnelle. L'utilisateur, lorsqu'il tape chemise pas chère, il veut vraiment acheter rapidement une chemise pas chère. Donc si je me positionne avec un article de blog, bah, j'ai aucune chance et je vais me retrouver dans les 3e, 4e pages, voire plus. Par contre, si on prend la requête comment plier une chemise, on peut voir qu'on a de la position 0, Google qui nous propose tout de suite un tuto comment on plie une chemise en plusieurs étapes. On a des vidéos, on a du Wikio, d'autres sites en fait qui vont vous permettre d'avoir des tutos. Donc là, c'est typiquement une requête informationnelle. Et là, inversement, du coup, si je veux positionner une requête transactionnelle sur ce mot-clé, bah, ça va servir à rien puisque l'utilisateur souhaite avoir de l'information et Google l'a bien compris. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que Google, aujourd'hui, il est capable de comprendre l'intention de recherche qui se cache derrière une requête et de proposer les bons sites et les bonnes pages en fonction. Donc, si vous n'êtes pas en cohérence avec ça, eh bien, vous allez passer à côté d'opportunités et vous allez faire des efforts énormes pour vous positionner sur des requêtes qui ne correspondent pas du tout aux pages que vous proposez. Donc, en résumé, l'étude de l'intention de recherche, elle permet de proposer les contenus adaptés qui ont une chance de se positionner dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est vraiment la phrase à retenir. Et une fois que vous avez capté ça, bah, vous allez voir que le SEO, ça devient beaucoup plus intéressant et aussi beaucoup plus facile de se positionner sur les mots-clés quand on a l'offre adaptée. Et le deuxième point qu'on voulait voir avec vous, ce sont les Core Web Vitals. Donc, font partie de la Google Page Experience. C'est un algorithme qui a eu lieu il y a plusieurs mois maintenant. Donc, c'est un algorithme en fait, qui va permettre de mieux comprendre comment naviguent les utilisateurs sur les différentes pages d'un site et de voir en fait si l'utilisateur rencontre des problèmes lors de sa navigation. Avant, ce n'est pas quelque chose qui était vraiment pris en compte par Google. Aujourd'hui, ces signaux, ce sont des critères supplémentaires qui viennent s'ajouter aux critères qu'on connaît tous de référencement naturel. Donc ça montre une fois de plus que Google va porter un peu plus d'attention à la manière dont on traite, entre guillemets, hein, l'utilisateur lorsqu'il est sur notre site. Et il faut donc s'assurer qu'il ait une expérience utilisateur qui soit intéressante et qui ne soit pas impactée par des éléments néfastes. Donc on va voir, il y a 3 éléments. Donc le premier, c'est le LCP, donc Largest Contentful Paint, donc qui est le temps de chargement de la page. Donc ça, cet indicateur, il va mesurer le temps de chargement de la page d'un point de vue utilisateur. Donc c'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'utilisateur accède à la page et le moment où les éléments principaux de la page sont affichés. Donc Google recommande à ce que ce soit inférieur à 2,5 secondes. Donc si vous êtes inférieur à ça, vous allez respecter les bonnes pratiques et potentiellement Google va apprécier un peu plus votre site. En tout cas, vous ne venez pas pénaliser l'utilisateur dans son expérience sur votre site. Deuxième indicateur, donc le FID, le First Input Delay, qui est le délai de réponse. Donc là, c'est le temps entre le moment où l'utilisateur essaie de cliquer, d'interagir avec le site, et le moment où le site en fait, va vraiment répondre. Pour le coup, le site doit répondre en moins de 100 millisecondes, sinon on ne correspond pas, on ne respecte pas les critères Google. Ça peut être un peu difficile, hein, il n'y a pas d'outil pour le moment qui vient vous dire votre first input delay est de autant. Donc, ce que je vous conseille, en fait, c'est plutôt de regarder le time to interactive ou le TBT, le total blocking time, qui sont disponibles via d'autres outils. Si vous optimisez en fait ces 2 données, vous allez pouvoir plus facilement optimiser votre feed. Et le dernier, c'est le Cumulative Layout Shift, donc le CLS. Lui, en fait, il va vraiment... Alors là, pour le coup, c'est selon moi celui qui correspond vraiment à cette notion du X, puisqu'en fait, il va calculer, il va faire un ratio sur l'impact en fait, des décalages qu'il peut y avoir sur votre site. C'est-à-dire, le site se charge,
Et finalement, l'utilisateur pense que l'ensemble est chargé. Au moment où il va cliquer, il va y avoir un décalage puisqu'il y avait un titre ou une image qui n'était pas chargée en haut et qui va décaler en fait tout l'affichage. Donc c'est tous ces décalages en fait qui vont être pris en compte et plus il y en a, plus vous allez obtenir un coefficient mauvais, donc supérieur à 0,25. Et si le moins il y en a, en fait, si vous êtes en dessous de 0,1 sur ce coefficient CLS, ça veut dire que vous n'avez pas trop de décalage qui viennent impacter l'UX de votre site et donc vous respectez en tout cas ce critère. Donc voilà, c'était les 3 critères assez récents que Google prend en compte désormais et qu'il est important de suivre régulièrement pour s'assurer qu'on respecte bien l'UX et que l'utilisateur est bien loti sur votre site. Donc je vais passer la main pour la partie SMO à Thomas. Voilà, alors je vais prendre, juste avant de reprendre un peu la relève, surtout n'hésitez pas, il y a un chat si vous avez des questions. Voilà, on prend aussi le temps d'y répondre évidemment. Alors maintenant que Lucas a bien parlé de la partie un peu SIA, on va parler maintenant du SMO, donc pour Social Media Optimization. La définition, en fait, c'est assez simple, hein, c'est le même principe que le SEO, mais appliqué cette fois-ci vraiment aux réseaux sociaux. Avec quand même une petite chose importante en plus dont on parlera après, c'est ce qu'on va appeler notamment la e-réputation, qui va passer beaucoup justement par les réseaux sociaux. Donc rapidement, les points positifs et un peu les points négatifs. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, on l'a vu, peut permettre de diffuser très rapidement un contenu et très facilement. Je n'ai pas besoin de site web, je peux communiquer sur mes réseaux sociaux. Ça peut se diffuser très rapidement grâce au relais qui peut être effectué par les internautes. Et quand je vais faire notamment de l'ADS, je peux accéder à une précision de ciblage très très précise qui va vraiment pouvoir me permettre, là pour le coup, d'aller trouver, chercher et m'adresser à ma communauté. Voilà, à ma communauté. Et là où c'est aussi intéressant, c'est que les réseaux sociaux, ils peuvent me permettre de susciter des émotions. Là où c'est des choses qui peuvent être plus difficiles forcément avec des canaux plus classiques comme le SEO ou le SIA. Là, je peux vraiment aller chercher l'internaute et susciter des émotions pour derrière voilà, le fidéliser le plus possible. Et j'ai aussi là, un peu comme le SIA, une facilité de mesurer les résultats, c'est-à-dire que derrière, j'ai vraiment une visibilité sur voilà, la visibilité qu'a pu avoir mes différents posts et mes posts payants notamment. Par contre, effectivement, sur le côté un peu précision de ciblage, ça peut demander plusieurs essais au fur et à mesure pour apprendre à bien connaître sa cible, ce qui peut être long. Et donc, forcément, au début, je peux avoir du mal à bien propager de façon efficace mes différents posts. Et donc, mon engagement, au début, peut forcément prendre un coup. Peut-être qu'il va me falloir un peu de temps là-dessus. Un autre gros point négatif qu'on voit de plus en plus maintenant se développer sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est les bad buzz, bien évidemment. Une petite erreur de communication qu'on pensait inaperçue voilà, la communauté peut finalement se rendre compte. Et très rapidement, dans ce cas, ça peut vite mener au bad buzz. Et là, ça devient forcément très compliqué après à maîtriser et à contrôler sur les réseaux sociaux. Et un peu pour faire le lien avec le bad buzz, les réseaux sociaux, c'est aussi des canaux qui vont demander beaucoup de réactivité. Plus en fait, on va avoir une communauté qui est forte, qui est conséquente, et plus derrière, il va falloir être réactif sur les réseaux sociaux, dans mes réponses et dans la fréquence des contenus aussi que je vais publier pour garder cet engagement et continuer à le développer. Aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu après notamment avec la mise à jour Google Hit. Quand on reprend historiquement les 3 grands piliers du SEO, que sont en fait la technique, le contenu et la popularité. Donc par la technique, on entend tout ce qui est en fait rendre mon site accessible à Google, Bot, mais aussi les autres moteurs de recherche qu'il ne faut pas oublier. Donc on parle notamment de notions de crawl, d'indexation, mais aussi d'accessibilité et notamment de performance, comme a pu en parler un petit peu Lucas avant. L'étape du contenu, c'est une fois que ma technique est propre et que je sais qu'on peut accéder à mon site, là, je vais m'occuper justement de créer du contenu qui soit unique, frais, avec une arborescence optimisée pour faire comprendre à Google quelles sont mes pages importantes. Donc, on parle notamment de faire des liens, du maillage interne intelligent. Il y a aussi évidemment toute l'optimisation des balises. Donc, Lucas en parlait, balises title, meta-description, aussi mes balises à chaîne. Historiquement, on avait tout en haut de cette pyramide ensuite la popularité, où on parlait notamment de netlinking. Donc, c'est de faire en sorte de générer des backlinks, des liens externes qui vont pointer vers mon site.
Et aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, ben, en fait, et notamment la mise à jour Google Eats dont je parlerai juste après, on a une nouvelle pièce, une nouvelle étape qui s'est ajoutée, qui va passer justement par les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est e-réputation et la notoriété de ma marque. Donc justement, Google Eats, c'est quoi? C'était une mise à jour sur laquelle Google a communiqué en 2018, en août 2018 précisément. Eat pourquoi? E pour expertise, A pour authority et T pour trust. Donc globalement, ce que Google nous dit un peu je ne vais pas tout détailler parce que c'est très long, mais ce que Google nous dit un peu dans cette mise à jour, c'est que en fait maintenant, avoir des backlinks, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Google est capable d'aller plus loin, est capable d'observer les mentions de ma marque partout sur le web et donc sur les réseaux sociaux. Il ne va pas uniquement se regarder les mentions, il va aussi aller plus loin et voir les avis qui sont faits autour de ma marque et du coup, forcément, les partages aussi qui peuvent être faits sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus un contenu est partagé, plus j'ai des mentions de ma marque partout sur les réseaux sociaux, eh ben, plus c'est un facteur que Google est capable maintenant d'analyser et de prendre en compte pour pousser mon site ou mes résultats mieux dans les moteurs de recherche. Donc c'est très important d'avoir ça en tête et de retenir que du coup, forcément, ma réputation aujourd'hui, ça passe pas que par les réseaux sociaux, bien évidemment. Je vais aussi avoir tout ce qui est forum ou les plateformes d'avis clients, hein, par exemple, mais on le sait, ça va grandement quand même passer par les réseaux sociaux qui sont utilisés par des milliers, des millions plutôt, d'internautes. Un petit peu là-dessus, justement, même si Google communique toujours de façon un peu vague sur ses mises à jour, on a par exemple à droite donc Mary Haynes, hein, qui est une influenceuse SEO canadienne, qui avait pu s'entretenir à l'époque avec Gary Hills, hein, qui est un porte-parole de Google sur le SEO. Mais voilà, nous indiquait effectivement que ces informations-là sur les mentions venant de sites d'autorité pouvaient avoir des gros impacts sur la popularité de mon site et donc sur son positionnement, et cela sans forcément qu'un lien, un backlink, soit justement fait derrière. Pour information, vous avez notamment Google, hein, qui a publié et met à jour régulièrement ses Quality Raters Guidelines, pardon. Donc c'est un très très gros PDF, hein, de plus d'une centaine de pages qui voilà en fait reprend toutes les règles d'évaluation du contenu que peuvent avoir l'équipe, parce qu'il y a quand même une équipe derrière, un manuel un peu chez Google qui va aussi aller plus loin parfois et faire ce travail-là. Donc on apprend énormément de choses forcément sur ce PDF et on a notamment cette notion de mention qui ressort au paragraphe de Google Eats. Alors, j'ai voulu mettre en avant un petit exemple ici d'un très gros site que vous connaissez sans doute, qui est jeuxvideo.com, qui est, qui est un site très réputé pour son SEO et qui existe aussi depuis très très longtemps, ce qui forcément le met en avant bien dans les résultats de recherche. Et ben, jeuxvideo.com, depuis quelques années, ils ont déjà commencé à mettre en place ces stratégies vis-à-vis de Google Eats en communiquant beaucoup sur leur équipe, leurs rédacteurs en interne. Par exemple, ici, j'ai un rédacteur voilà, qui s'appelle Panta, qui a en fait ses propres comptes sur les réseaux sociaux, son propre compte Twitter, comme on peut le voir à gauche. On voit que son compte Twitter, il est bien rattaché à jeuxvideo.com. On voit qu'il a développé une très belle communauté. Il a le petit logo compte vérifié. Et voilà, tout ça fait le lien avec jeuxvideo.com. Et quand il fait un test qu'il va publier du coup sur le site jeuxvideo.com, ben, on a aussi des mentions de lui sur jeuxvideo.com. Donc Google, là, il est capable de faire le lien, il est capable de dire, OK, jeuxvideo.com, c'est un site très bien référencé. Et en plus de ça, les auteurs derrière qui écrivent sur le site ont une bonne réputation. Pourquoi? Parce que, bah, ils voient le compte Twitter notamment par exemple de cet acteur-là, de cet auteur-là pardon et bah, ils voient qu'il a beaucoup d'abonnés, qu'il publie fréquemment sur Twitter, et surtout ils voient qu'il est rattaché à jeuxvideo.com, donc il est capable de faire le lien. Donc ça, c'est devenu, important et ça va devenir de plus en plus important. Ça permet de renvoyer des signaux positifs évidemment à Google, mais pas que à Google et évidemment aux utilisateurs qui, eux aussi, sont tout à fait capables de faire les liens et ça va leur donner de la confiance et plus de crédibilité. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire qui peut être très intéressante avec les réseaux sociaux et le SEO, ça va être croiser les données. Tout à l'heure, Lucas parlait un peu des différents outils SEO qui peuvent exister. Donc du SEMrush par exemple, du Youdá, mais aussi du Google Ads avec le Keyword Planner ou encore du Serpstat. Donc tous ces outils-là, ça va nous permettre d'exporter les requêtes qui sont les plus recherchées par les internautes
en se basant sur une moyenne. Et après, en fait, je peux venir croiser ces données-là avec différents outils, déjà avec les réseaux sociaux, en faisant tout simplement des recherches sur ces réseaux sociaux-là, mais aussi avec d'autres outils un peu connus comme BuzzSumo ou Sprout Social, par exemple, où je vais avoir un peu les tendances des articles qui fonctionnent le plus sur les réseaux sociaux. Si je regarde ici, plus précisément, donc j'ai pris un exemple du mondial 2022, par exemple. Donc voilà, donc avec SEMrush, on me dit, par exemple, mondial de 2022, plus de 2 900 recherches mensuelles, qualification mondiale 2022, 1000 recherches mensuelles. Donc c'est bien, je sais que c'est des requêtes populaires qui sont recherchées par les internautes. Par contre, comment en parler? Je peux justement compléter cette information-là avec d'autres outils comme BuzzSumo, justement, qui lui me met en avant, quels sont les sujets les plus partagés sur les réseaux sociaux. Là, je vois un sujet sur le mondial 2022, sur les barrages, et le risque pour le Portugal et l'Italie. Donc je vois que sur ma grande thématique qui est le mondial 22 ou même les qualifications pour le mondial, 2022, je peux aller plus loin grâce aux réseaux sociaux en identifiant comme ça des sujets très précis qui en plus vont réussir et vont bien se partager sur les réseaux sociaux. Il y a aussi autre chose qui est apparue depuis cette, mise à jour Google Hit et le lien avec les réseaux sociaux, c'est la notion d'un contenu dit evergreen. Un contenu evergreen, c'est quoi? C'est un contenu en fait qui va rester frais, indémodable en quelque sorte et qui en fait est susceptible d'attirer des visites mais de générer aussi des partages et des liens et tout cela sur la durée. Autrement dit, voilà, un contenu evergreen, en fait, idéalement, c'est un contenu qui ne meurt jamais, qui va toujours rester d'actualité, que je peux bien sûr actualiser pour le garder d'actualité, mais qui, en tout cas, dans l'idée de garder ce contenu derrière, va pouvoir perdurer. Il y a du coup ce qu'on appelle un score evergreen, que l'outil BuzzSumo d'ailleurs calcule, qui est basé en fait sur l'obtention de backlinks, donc de liens externes et de partage dans le temps, sur un sujet précis. Par exemple, à droite, donc c'est les scores moyens qu'ils mettent en avant sur les différents topics, ce qui peut me permettre, moi, de justement regarder mes scores evergreen de mes contenus et de les comparer dans ma thématique par rapport à cette moyenne. Donc, par exemple, un exemple que j'avais pu mettre à gauche, villes les plus attractives de France. Ça, typiquement, ça peut être un contenu evergreen. Alors oui, il faudra le mettre à jour de temps en temps. Néanmoins, dans l'idée, c'est quand même un contenu qui ne va jamais mourir et qui va se répéter d'année en année. C'est quoi un contenu evergreen? Donc ça peut être, comme je l'ai montré, juste avant, un top, un classement, une liste établie, mais forcément, il n'y a pas que ça. Ça peut aussi être des articles très, 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 très complets. Tout ce qui va être dossier, guide, tutoriel, test, des interviews exclusives notamment. Tout ça, c'est des choses qui peuvent servir ensuite de source. Par exemple, si vous allez sur une page Wikipédia et que vous allez tout en bas voir les références, vous verrez qu'il y a plein de liens qui sont faits vers des sources. Ça va être un peu l'objectif. Si je fais un grand article très complet comme ça, avec une information en plus, une vraie valeur ajoutée, je multiplie mes chances d'être utilisé comme une source sur un autre site. Alors, idéalement par Wikipédia, mais ça peut aussi être le cas de recevoir un lien d'autres sites. Tout ce qui est étude de cas, case study, donc c'est très à la mode pour une raison, hein, c'est que forcément, ça me permet de mettre en avant mon expertise, de mettre en avant un cas qui va vous parler, et qui va me permettre de montrer à ma communauté que, regardez, je suis efficace, dans ce que je fais. Je vais aussi avoir tout ce qui est FAQ, glossaire, c'est souvent des choses qui vont rester recherchées sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Et bien sûr, des choses que vous voyez aussi de plus en plus, c'est tout ce qui est les infographies. Les infographies, c'est très bien parce que ça peut tout à fait, en fait, se mettre à côté d'un article textuel, et se partager sur les réseaux sociaux. Là, j'ai pris un exemple donc c'est quoi le prix des appartements, voilà, et des maisons sur l'ancien sur un an, où dans les résultats de recherche, j'ai d'ailleurs Pinterest, justement, donc un réseau social qui vient positionner cette infographie. Donc ça peut même me permettre aussi de me positionner directement dans les résultats de recherche. Et enfin, je vais avoir les livres blancs qui peuvent en plus me permettre de mesurer un certain taux de conversion. Et bien sûr, tout ce qui est vidéo, podcast, sans oublier évidemment, forcément, les webinaires qui sont de plus en plus à la mode. En conclusion, ce qu'il faut retenir un peu sur cette partie-là, c'est que ces deux canaux d'acquisition, ils doivent maintenant vraiment fonctionner ensemble, avec plusieurs objectifs. Avec un objectif de servir mon référencement naturel, donc mon SEO. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça va me permettre, on l'a vu, d'amener de la crédibilité autour de mon site. Grâce à toutes les mentions de ma marque,
les avis qui peuvent être laissés, on pense à Facebook notamment, et tous les partages qui vont être générés par les internautes. Ça va aussi me permettre de servir mes réseaux sociaux puisque je vais développer ma communauté et donc l'engagement de ma communauté derrière et évidemment de servir mon marketing. Tout cela doit être mené aussi par l'équipe marketing derrière en mettant en place une vraie stratégie de contenu qui me permettra de développer mon expertise et mon image de marque. Et bien sûr, tout ça, ça va me servir, in fine voilà, attirer du trafic sur mon site, que ce soit du trafic SEO, mais aussi du trafic qui va provenir du réseau social. Avec pour objectif le plus long terme, bien sûr, c'est toujours de générer un trafic qui soit direct. Quand j'ai vraiment une bonne stratégie marketing qui a été mise en place entre ces 2 canaux-là, ça peut me permettre de devenir, un acteur très connu et les internautes vont petit à petit se mettre à taper directement ma marque dans les moteurs de recherche et donc arriver directement vers mon site. Alors, je vais, finir en faisant un petit lien avec les notions de RP et emailing. Alors par RP, on entend relation presse, et on va voir que, en fait, il y a aussi toute une partie, propagation, distribution de ce contenu justement, qui va passer justement par notamment faire du relation presse, mais aussi un peu de emailing. Généralement, des notions qui reviennent souvent quand on va créer du contenu, c'est qu'en fait, on va passer 25 du temps à créer le contenu et 75 à le distribuer. Alors ça peut paraître un peu surprenant. Pourquoi? Parce qu'un contenu peut être très, 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 très bien, très bon, très bien rédigé. Mais si je suis sur une thématique un peu concurrentielle, je peux vite me retrouver en fait, enfoui sous une tonne d'autres contenus, par d'autres concurrents, et d'autres auteurs. Et effectivement, si mon contenu il est en début de vie, si j'ai pas un bon push nécessaire au bon moment dès le début, mon contenu va avoir du mal à se distinguer et donc c'est dommage parce que j'aurais écrit un super contenu un peu pour rien qui va passer, qui va passer un peu inaperçu. Donc c'est important en fait dès l'écriture de mon contenu, de penser à qui je vais m'adresser et d'identifier des acteurs qui vont être phares. C'est pour ça que pour chaque contenu, ce que nous on recommande en fait, c'est déjà de définir des acteurs à qui je vais m'adresser, des médias, des blogueurs, des influenceurs qui eux déjà vont pouvoir être intéressés par mon contenu. Définir ensuite la valeur ajoutée de mon contenu et le bénéfice que les acteurs que j'ai identifiés vont potentiellement avoir à le relayer. Vis-à-vis de ça, je vais pouvoir commencer à me construire voilà, une liste de contacts, et de ces acteurs-là, que je vais pouvoir ensuite contacter pour justement leur proposer de relayer le contenu. Donc c'est un peu une démarche de relation presse, mais que je commence en fait à acter dès l'écriture de mon contenu. C'est-à-dire que mon contenu, il doit aussi répondre à aux besoins de ces acteurs-là pour qu'ils aient, voilà, quelque chose à y gagner en le relayant. Donc ça peut être très, très long effectivement, mais c'est vraiment important et ça peut vraiment faire la différence vis-à-vis de vos concurrents qui, par exemple, vont pas du tout faire ça, pour mettre plus en avant vos contenus que celui de vos concurrents. Toujours avec comme objectif de générer derrière, des mentions de votre marque et des partages et des backlinks et cetera et cetera. Alors, on vous a donné quand même quelques tips là-dessus. Comment trouver et contacter ces acteurs-là? Tout simplement, déjà, une première étape que tout le monde peut faire, c'est faire des recherches sur Google et regarder, quels sont les premiers résultats, tout simplement. Les premiers résultats, automatiquement, ça veut dire que c'est des acteurs SEO importants qui ont fait un effort pour être bien positionnés. Donc, ça va forcément déjà vous donner des billes. Ensuite, c'est là où on peut encore recroiser avec les réseaux sociaux. On peut aller plus loin en regardant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, par exemple, c'est quoi les hashtags du moment, qui sont les plus recherchés dans ma thématique et quels sont les journalistes, slash influenceurs, slash blogueurs, slash personnes éminentes, voilà, qui sont là aussi les plus en vogue sur ma thématique. Comme, j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, avec l'exemple de jeuxvideo.com. Sur Facebook, il y a aussi toujours cette organisation par groupe qui est très intéressante et je peux tout à fait faire l'effort d'aller m'inscrire dans des groupes publics ou privés de mathématiques pour poster directement mon contenu ou alors contacter le modérateur. Et enfin, on n'oublie pas LinkedIn, bien sûr, qui va me permettre là aussi d'identifier les influenceurs. Donc tout ça, je peux le faire à la main. Et évidemment, je vais gagner énormément de temps si je le fais en utilisant des outils SEO ou SMO, comme ceux que j'ai pu vous mentionner juste avant, Ahref par exemple, ou BuzzSumo, qui peut me permettre comme ça d'identifier les articles qui vont mieux se positionner, mais aussi les auteurs qui sont les plus populaires. Donc typiquement, une fois que j'ai cette liste d'acteurs, à contacter, je vais pouvoir les contacter assez facilement avec un petit message adapté. Mais voilà, l'idée c'est de leur dire: voilà, j'ai vu que vous êtes intéressé par, cette thématique, et cetera et cetera. Est-ce que mon article t'intéresse? Si tu as des retours, voilà, n'hésite pas à nous faire des retours», par exemple.
Donc, un petit exemple ici rapidement. Effectivement, j'ai utilisé Ahref ici à gauche, qui peut me permettre sur une thématique d'identifier les gros acteurs SEO. Donc voilà, je tape jeux vidéo, j'ai les gros acteurs, je retrouve du jeuxvideo.com, mais aussi les gros distributeurs, les gros sites e-commerce, la Fnac, Amazon, Micromania par exemple. Et à droite, avec BuzzSumo, là encore, je peux venir croiser et j'ai la possibilité avec cet outil-là d'identifier les auteurs les plus en vogue. Je peux le faire sur chaque réseau social ou je peux le faire aussi en totalité partout. Donc c'est très intéressant, là, ça va me faire gagner énormément de temps de pouvoir croiser les données. Et enfin, pour finir sur cette partie-là, je vais pouvoir, en fait, tout simplement partir de ma grosse thématique que je vais venir segmenter comme ça, en fait, en plusieurs sous-thématiques. Ça, c'est un modèle utilisé par un Gary Vaynerchuk, un spécialiste du marketing, et qui me dit, grosso modo, je pars d'un gros contenu très costaud, très complet, et je définis en avance comment le fragmenter. Pour ça, comme ça, je vais pouvoir utiliser, un moment, je vais me dire, là, je fragmente telle partie en une infographie, comme ça, je peux utiliser sur les réseaux sociaux. Un moment, je fais une petite simulation, comme ça, voilà, ça répond à une problématique et c'est très bien. Et l'idée, c'est comme ça de penser en amont, comment je vais pouvoir décliner tout mon contenu à l'avance. Donc voilà, c'est fini pour nous sur ce webinaire. Si vous avez des dernières questions, on va les prendre sur le chat. Donc n'hésitez pas. Je vais lancer un petit sondage. Et on va lancer un petit sondage, donc n'hésitez pas à participer. On va laisser 2-3 minutes, les gens poser leurs questions. Et tu peux... On va vous rendre aussi accessible la présentation. Je vais quitter mon écran. Du coup, vous allez retrouver dans les documents joints du coup, à cette présentation. Peut-être dire un mot sur l'agence pour finir, où est-ce qu'on peut nous contacter. Donc voilà, le sondage est en ligne, vous pouvez y répondre dès à présent. Alors, dans les chats, il y a une question. Petite question concernant les Core Web Vitals. Vous vous basez sur quoi pour les optimiser? Alors, concernant les Core Web Vitals, on se base sur quoi pour les optimiser? En fait, vous pouvez utiliser Dairboost notamment, qui a changé dernièrement son interface et qui se base énormément sur les Core Web Vitals. Donc, pour les optimiser, cet outil va vous donner déjà beaucoup de tips, mais globalement, même en fait un PageSP Insight ou d'autres outils qui vont vous détecter les problèmes de performance. Globalement, en fait, à partir du moment où vous optimisez les performances de votre site, vous allez améliorer un ou plusieurs critères Core Web Vitals. Puisque la performance aussi, le chargement des sites, c'est quelque chose qui est pris en compte depuis des années, hein, puisque, comme je l'ai dit, c'est une des bases techniques, qui fait partie d'un des piliers du SEO. Du coup, des outils assez classiques, ouais, Dairboost, PageSpeed Insight. C'est juste que Dairboost, en fait, a vraiment mis à jour son interface pour répondre un peu plus, en tout cas, à ces critères. Donc, en se basant là-dessus, vous allez pouvoir bien optimiser vos performances sur le LCP, le FID, le CLS. On a encore 2-3 minutes si vous voulez, si vous avez d'autres questions. J'en profite pour vous dire aussi où vous pouvez nous contacter, bien sûr sur le site du groupe Camplify, mais aussi directement sur notre site internet, Camplify SEO, anciennement La Revanche des Sites. Le domaine est toujours donc du coup larevancedesites.fr. Vous pouvez nous contacter directement via le formulaire de contact. Merci à tous pour vos remerciements. En tout cas, ça nous a fait très plaisir aussi de vous partager tous nos tips. Alors, je vois qu'il y a un dernier commentaire.
Oui, Le alors replay oui. sera disponible. Oui, effectivement, le replay vous sera envoyé. Il y a des communications qui seront faites de la part de Webikeo avec la présentation qui sera associée à ce mail et le replay qui sera accessible. N'hésitez pas à vous le partager, à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Et pour finir sur la dernière question, effectivement, oui, il y a pas mal de problèmes d'indexation depuis cet été, à peu près août. Et effectivement, renvoyer des signaux sociaux sur certaines pages, bah, ça peut être un très bon moyen, effectivement, de pousser Google un peu à indexer rapidement ces pages. Donc, ça peut être en communiquant dessus sur les réseaux sociaux, tout simplement les partager sur tous vos comptes, hein, ou justement faire un peu de relation presse pour que ça puisse venir aussi de l'extérieur, ou même alors mettre en place aussi des stratégies de netlinking. Alors, je vais répondre du coup à la question de Mélanie. Vous parliez de choisir entre plusieurs mots-clés stratégiques proches. Est-ce qu'il faut forcément choisir parmi certains mots-clés en SEO? Alors, je pense bien interpréter cette question. Admettons, en fait, vous allez avoir tout le temps un objectif de positionnement principal sur vos pages. Néanmoins, cette page, elle ne va pas se positionner que sur un seul mot-clé. Et on va utiliser ce qu'on appelle des mots-clés secondaires, donc qui vont enrichir la sémantique de votre page. Donc, dans ces mots-clés-là, en fait, vous allez pouvoir utiliser, pourquoi pas, en fait, le mot-clé, admettons, avec lequel vous étiez en train d'hésiter. Et potentiellement, vous allez pouvoir espérer enfin, vous positionner aussi sur ce mot-clé, mais en tout cas, ce n'est pas le mot-clé principal que vous visez. Il faut vraiment avoir tout le temps en tête, c'est une règle d'or en SEO, c'est une page, un objectif de positionnement principal, mais qui peut être entouré de ses synonymes, de son champ lexical, en fait. Bon, on voit parmi les votes que beaucoup ont envie de mettre en place, en tout cas, ces synergies, donc c'est cool, c'est top. N'hésitez pas, hein, si vous avez des dernières questions, je pense que... Bon, il est 52, je pense que qu'on c'est peut bon. jouer encore une minute pour répondre à toutes vos questions. Je vais rajouter du coup un point en attendant. Du coup, vous imaginez aussi l'importance qu'il peut y avoir dans l'entente en fait, qu'il peut y avoir entre vos différents prestataires, notamment entre votre prestataire SEO, votre prestataire SIA, le prestataire social. Le fait qu'il y ait une réelle entente en tout cas entre ces différents prestataires, pardon, ça peut vraiment influer positivement sur la stratégie globale d'acquisition de trafic. Et je tiens à insister là-dessus. Il faut voir vraiment l'acquisition de trafic comme une stratégie globale qui contient plusieurs leviers. Et le fait d'avoir en tout cas des partenaires qui s'entendent et qui n'hésitent pas à faire des synergies, ça va vraiment être bénéfique en tout cas pour votre trafic. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions, donc je vais vous souhaiter une bonne après-midi, un bon week-end et puis un bon appétit également. Voilà, bah, bon appétit à tout le monde et merci d'avoir été présent. À bientôt.